Deux chiffres seulement ont suffi pour renverser un ordre installé. Des années de dépendance cèdent soudain la place à une poussée de souveraineté qui s'étend comme une onde brève. Cette bascule nette, portée par des rails forgés localement, expose un contraste abrupt entre ce que l'on croyait immuable et ce qu'un pays peut décider lorsqu'il refuse l'assignation. Alors, que signifie réellement cette déflagration politique pour les populations du Sahel, alors que Ibrahim Traoré devient l'élément déclencheur de cette trajectoire? Une ligne s'ouvre déjà, courte mais déterminante. Le projet ferroviaire du Burkina Faso porte une promesse claire: transformer une initiative d'infrastructure en levier stratégique capable de redéfinir l'équilibre économique du Sahel. Mais cette promesse s'accompagne d'un risque réel. Chaque avancée renforce autant l'autonomie nationale que les tensions géopolitiques, nourries par les sanctions évoquées, les pressions diplomatiques répétées et les tentatives d'isolement orchestrées par des acteurs extérieurs comme ECOWAS ou par d'anciennes puissances coloniales. Dès lors, la question n'est plus seulement de construire des rails, mais de savoir si le Burkina Faso peut maintenir ce cap sans voir son économie fragilisée ni son positionnement régional compromis. Cet équilibre précaire constitue le cœur du pari. L'infrastructure peut-elle devenir un outil d'émancipation durable ou sera-t-elle absorbée par les contraintes d'un environnement diplomatique hostile ? Deux faits, révélés presque simultanément, déplacent l'enjeu bien au-delà d'un simple chantier. Une réduction de 30% des coûts de transport et une augmentation de 25% des exportations agricoles dès les premières sections mises en service. Ces deux chiffres, pourtant issus d'une infrastructure encore incomplète, suffisent à montrer que le rail n'est plus un outil logistique mais un instrument de souveraineté en action. Derrière ce, une révélation subtile se dévoile, le contexte s'étire comme une succession de couches longtemps restées implicites. Pendant des décennies, le réseau ferroviaire en Afrique de l'Ouest avait été façonné pour servir les intérêts d'anciennes puissances, verrouillant les marges de manœuvre économiques du Burkina Faso. Les rails étaient un prolongement de l'extraction, non de l'émancipation. Lorsque Ibrahim Traoré décide d'en reprendre le contrôle, il rompt un cycle plus ancien qu'il n'y paraît. Dans l'ombre des discours officiels, les discussions internes à ECOWAS se sont tendues. Craindre une rupture de stabilité ou accompagner un pays déterminé à affirmer son autonomie. Les pressions diplomatiques s'intensifient, les avertissements s'accumulent, mais le projet avance. L'alliance émergente avec le Mali et le Niger n'est pas née d'un accord signé, mais d'un alignement de réalités. Trois nations confrontées au même héritage, au même besoin de desserrer l'étreinte extérieure. Sur le terrain, la dynamique prend une dimension sociale inattendue. Les images des premiers trains, traversant la savane, construites par des équipes locales, se diffusent rapidement et deviennent une source de fierté. Ce ne sont plus des rails importés, ce sont des rails forgés par le pays lui-même, interprétés comme une preuve tangible que l'autonomie n'est pas un slogan, mais une pratique quotidienne. Ce glissement du technique vers le symbolique, puis du symbolique vers le géopolitique, constitue la véritable charnière de l'histoire. Un projet pensé pour relier des villes, relie désormais des aspirations collectives. Au centre de cette transformation se tient une figure dont l'influence dépasse le simple rôle institutionnel. Ibrahim Traoré, jeune officier devenu porteur d'une vision où souveraineté et maîtrise des infrastructures se confondent. Contrairement aux dirigeants qui considèrent le rail comme un volet technique, il l'aborde comme un outil de recomposition nationale capable d'unifier une population éclatée par l'enclavement et les dépendances extérieures. Sous son impulsion, les premières équipes locales sont mobilisées, mélange d'ingénieurs, d'anciens combattants et de volontaires décidés à convertir une ambition collective en fait tangible. Deux situations illustrent rapidement cette traction précoce. L'ouverture d'un tronçon expérimental permet aux producteurs agricoles d'expédier leur cargaison en 2 fois moins de temps qu'auparavant. Les coûts baissent, les marges augmentent et pour la première fois depuis longtemps, les coopératives locales évoquent une possibilité d'autofinancement partiel plutôt qu'une dépendance à des intermédiaires extérieurs. Les ateliers ferroviaires improvisés deviennent des pôles de formation accélérés. Des techniciens y apprennent à fabriquer et entretenir des composants auparavant importés.
En quelques semaines, une chaîne locale de maintenance se structure, démontrant que l'autonomie technique n'est pas hors de portée lorsqu'elle s'appuie sur des compétences nationales. Cette, dans une montée progressive en puissance, s'explique moins par la vitesse des travaux que par le changement de posture collective qu'elle déclenche. Un pays qui se voit capable d'agir par lui-même agit différemment. La séquence qui suit ne ressemble pas à une progression linéaire. Elle se déploie comme une succession de ruptures brèves, chacune déclenchant un déplacement géopolitique mesurable. Tout commence par une décision tranchée. Reprendre le contrôle des rails, autrefois administrés, financés ou supervisés par des structures extérieures. Le geste paraît technique, mais agit comme un coup de semonce. En quelques semaines, les équipes locales posent les premiers tronçons, accélérant un chantier que beaucoup estimaient irréalisable sans soutien étranger. Cette rapidité, inattendue, crée un effet domino. Au moment déclencheur, le choc initial. Au moment où le premier tronçon entre en fonctionnement, les coûts logistiques chutent immédiatement. Les producteurs des régions centrales expédient leurs cargaisons sans passer par les circuits traditionnels. Cette contraction brutale du temps et du coût transporte le débat hors du cadre économique pour l'ancrer dans la souveraineté. Lorsque Ibrahim Traoré évoque publiquement l'obligation de construire par nous-mêmes, les réactions extérieures se multiplient. La France exprime sa préoccupation, des diplomates commencent à sonder l'ECOWAS, les premiers signes de friction apparaissent. Dans une montée progressive, la pression change d'échelle, les travaux progressent plus vite que prévu, des ateliers locaux émergent, produisant des composants simples mais stratégiques. Le Mali et le Niger, observant cette dynamique, amorcent des échanges bilatéraux autour d'un corridor sahélien indépendant. Cette idée, encore informelle, inquiète plusieurs chancelleries occidentales. Les avertissements officiels suivent, rappels diplomatiques, recommandations de suspension, menaces de sanctions économiques. L'ECOWAS se réunit à huis clos, rien ne filtre officiellement, mais les indiscrétions évoquent un débat houleux sur la stabilité régionale. Pendant ce temps, sur les réseaux internes burkinabés, un mouvement de soutien populaire se forme. Chaque vidéo montrant des rails assemblés par des équipes locales devient virale. Le chantier n'est plus un chantier, c'est un symbole. Au point culminant du récit, le point de non-retour. Les sanctions économiques s'appliquent. D'abord limitées, puis élargies. Des investissements étrangers sont retirés. Les diplomates européens intensifient la pression sur les pays voisins pour freiner l'idée d'un corridor sahélien autonome. Le Burkina Faso répond par une accélération des travaux et la mobilisation volontaire de techniciens formés localement. C'est le moment où le rail cesse définitivement d'être une infrastructure. Il devient un champ de bataille politique. Les premiers wagons transportant du matériel national traversent la savane. Les images circulent. Elles enflamment autant qu'elles rassurent. Dans le même temps, plusieurs rumeurs de sabotage émergent. Câbles sectionnés, tentatives d'intrusion nocturne dans des sites de maintenance, brouillage sporadique des systèmes de communication du chantier. Les autorités burkinabées parlent d'ingérence extérieure sans les nommer. Les tensions diplomatiques atteignent leur point culminant. Dans l'onde qui a suivi, les retombées immédiates. Sur le terrain, les villages situés le long du tracé voient leur activité commerciale augmenter. Dans certaines zones, les marchés ruraux doublent leur affluence. Les coopératives rapportent un accès facilité aux villes centrales. Sur le plan politique, l'alliance tacite entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger prend forme plus rapidement que les observateurs ne l'avaient anticipé. La réaction internationale s'aggrave, mais l'opinion intérieure burkinabé se solidifie autour du projet. À ce stade, l'effet domino est irréversible. Le rail agit comme une onde longue qui recompose les équilibres région par région. Les premiers résultats mesurables du projet ferroviaire confirment que l'infrastructure ne fonctionne plus comme un simple outil de transport, mais comme un multiplicateur d'autonomie nationale. 3 indicateurs, déjà visibles après la mise en service des premiers tronçons, montrent une dynamique nette, une baisse des coûts logistiques, une progression des exportations agricoles et une chute des incidents liés au transport routier. Ces données, limitées mais cohérentes, permettent de reconstituer la trajectoire réelle du projet et d'en comprendre la portée stratégique. La mise en service des premières sections du rail entraîne immédiatement une diminution
d'environ 30% des coûts logistiques supportés par les producteurs locaux. Cette baisse reflète la disparition d'intermédiaires coûteux dans les circuits traditionnels. Ce chiffre provient d'une observation simple dans les zones rurales. La suppression du transport routier sur longue distance réduit les dépenses de carburant, de maintenance et de stockage intermédiaires. Dans un pays enclavé comme le Burkina Faso, où l'acheminement représente souvent plus de la moitié des coûts marchands, cette contraction modifie rapidement les marges des coopératives. Les marchés locaux s'étendent, les producteurs retrouvent du pouvoir de négociation et les premiers bénéfices de l'infrastructure deviennent tangibles. Durant les 2 premiers mois, les exportations agricoles montrent une hausse d'environ 25%, signe que les producteurs accèdent plus facilement aux marchés régionaux. Cette augmentation découle d'un accès accéléré aux zones de distribution centrale. Les coopératives qui auparavant perdaient une partie de leur production en raison des retards et des coûts élevés constatent que la régularité du rail stabilise les flux commerciaux. Les cargaisons sont moins exposées aux pannes mécaniques, aux blocages de routes saisonniers ou aux zones à risque. Cette fluidité nouvelle donne un signal fort aux producteurs. L'infrastructure est capable de rendre viable ce qui ne l'était pas auparavant. La mise en circulation partielle du réseau réduit d'environ 60% les incidents liés à l'acheminement des marchandises sur route. Cette chute reflète la migration progressive des flux vers un mode de transport plus sécurisé. Avant l'arrivée du rail, le transport routier, exposé aux attaques, aux pannes et aux ruptures logistiques, constituait un point de fragilité majeur. L'introduction du rail réoriente les échanges vers un mode plus stable, réduisant non seulement les risques d'interruption, mais aussi les pertes financières associées. Le nombre d'incidents n'est pas un simple indicateur de sécurité. Il mesure la capacité d'un pays à protéger la continuité de ses chaînes commerciales. Depuis que Ibrahim Traoré a positionné ce projet comme un outil d'émancipation, ces chiffres acquièrent une valeur politique supplémentaire. Ils démontrent que la souveraineté peut se mesurer à travers des impacts concrets, visibles, reproductibles. À mesure que les données se structurent, elles servent d'argument dans les débats diplomatiques, où les pressions extérieures cherchent à réduire la portée du projet en évoquant ses risques potentiels. Mais l'effet le plus marquant provient du lien entre ces 3 indicateurs. Moins de coûts, plus d'exportations, moins d'incidents. Cette progression en chaîne illustre la nature du projet, un levier unique capable de produire plusieurs améliorations simultanées. Peu d'infrastructures ont un tel pouvoir d'entraînement dans un pays enclavé. 2 lectures s'opposent autour du projet ferroviaire, chacune s'appuyant sur des arguments solides lorsqu'on les examine séparément. D'un côté, les partisans soulignent que l'infrastructure constitue un outil d'émancipation rare pour un pays enclavé, comme le Burkina Faso. De l'autre, les critiques avertissent qu'un projet aussi ambitieux, mené en situation d'isolement diplomatique, expose le pays à des risques économiques difficilement soutenables. L'enjeu du débat ne consiste donc pas à invalider une position, mais à comprendre la cohérence interne de chacune. Les défenseurs mettent en avant la dynamique interne observée dès les premiers tronçons mis en service. La réduction de 30% des coûts logistiques, l'augmentation de 25% des exportations agricoles et la chute de 60% des incidents routiers démontrent que même une infrastructure partielle peut produire des effets tangibles. Pour eux, ces résultats ne sont pas anecdotiques. Ils prouvent que la souveraineté n'est pas un concept abstrait, mais une progression mesurable. Dans cette perspective, la mobilisation des équipes locales et la capacité à fabriquer des composants sur place constituent un signe clair d'autonomie croissante. Les critiques, eux, insistent sur la fragilité de l'équation diplomatique. Les sanctions déjà imposées, la réduction de certains investissements étrangers et les pressions croissantes de plusieurs chancelleries soulèvent un risque non négligeable, que la dynamique économique positive soit freinée avant d'avoir atteint sa maturité. Il rappelle que le Burkina Faso ne peut pas ignorer les conséquences d'un isolement régional prolongé, notamment lorsque des organisations comme ECOWAS hésitent entre neutralité prudente et intervention plus ferme. Plutôt que d'annuler l'un des 2 camps, l'analyse montre une tension féconde. Les risques soulignés par les critiques existent, mais les gains mesurés par les défenseurs aussi. Le projet ferroviaire opère précisément à l'intersection de ces 2 forces.
La question n'est donc pas de savoir qui a raison, mais si le pays peut capitaliser sur ses progrès avant que les pressions extérieures ne deviennent insurmontables. Les données disponibles montrent que la trajectoire reste ouverte. La bascule apparaît ici. Au milieu du déploiement ferroviaire, un élément inattendu change l'équation. Ce ne sont plus seulement les performances économiques qui attirent l'attention, mais la façon dont le projet recompose les alliances régionales. La coordination informelle entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger cesse d'être une simple hypothèse, elle devient un axe politique en formation, visible dans les échanges techniques, dans la synchronisation des travaux auxiliaires et dans une montée progressive d'un discours commun sur la souveraineté. Cette inflexion oblige les acteurs extérieurs à réévaluer leur position. Les pressions diplomatiques, jusque-là centrées sur le seul Burkina Faso, commencent à cibler l'ensemble de cette zone sahélienne émergente. Les signaux se multiplient, mises en garde publiques, consultations fermées, messages relayés par des partenaires secondaires. La peur n'est plus celle d'un projet isolé, mais d'un précédent susceptible d'inspirer d'autres pays. Dans ce nouvel angle, la présence de Ibrahim Traoré, comme figure pivot, prend une portée différente. Il n'incarne plus uniquement un chantier national, mais un dénominateur politique qui cristallise aspiration et inquiétude. À ce stade, l'enjeu glisse du technique vers la reconfiguration des rapports de force régionaux. Dans les zones rurales longeant les premiers tronçons, les agriculteurs constatent une transformation immédiate du cycle de distribution. Le rail réduit les délais, diminue les pertes et permet de maintenir la qualité des produits destinés aux marchés urbains. Les coopératives, autrefois dépendantes des transporteurs routiers et exposées aux variations saisonnières, retrouvent une marge de manœuvre nouvelle. Plusieurs témoignages évoquent un changement déterminant, la capacité de planifier. Là où l'incertitude logistique dictait le rythme du travail, la régularité du transport ferroviaire introduit un horizon de prévisibilité. Cette stabilité ne supprime pas les difficultés structurelles, mais elle en atténue les effets immédiats. Les petites et moyennes entreprises, notamment celles actives dans la transformation ou la distribution de produits agricoles, bénéficient d'un effet d'entraînement. Les coûts plus faibles et la réduction des risques liés aux incidents routiers facilitent l'expansion de zones de chalandise jusque-là trop coûteuses. Dans les périphéries de Ouagadougou, des ateliers de maintenance créés lors de la première phase du projet deviennent des nœuds économiques. Ils stimulent la demande de matériaux locaux, structurent des micro-chaînes de production et améliorent la résilience des entreprises face aux tensions extérieures. Le rail crée ainsi un espace où émergent de nouvelles activités, non pas par injection de capitaux étrangers, mais par réallocation de capacités locales existantes. Pour les habitants, l'impact dépasse les bénéfices économiques. Le projet devient un vecteur d'identité collective. Les images des premiers trains construits par des équipes locales circulent largement, nourrissant un sentiment de fierté rarement observé autour d'une infrastructure. Cette dynamique, combinée à l'influence publique de Ibrahim Traoré, renforce une cohésion interne inattendue, capable de contrebalancer la pression diplomatique extérieure. À l'échelle régionale, le projet agit comme un catalyseur géopolitique. Le Mali et le Niger, confrontés aux mêmes dépendances historiques, perçoivent l'initiative burkinabé comme un précédent stratégique. Cette vision partagée donne naissance à une alliance sahélienne plus affirmée, non par la signature d'un traité, mais par la convergence d'intérêts. Cette reconfiguration inquiète les puissances extérieures qui voient non sans prudence un bloc émergent capable de remodeler l'équilibre du Sahel. Les pressions diplomatiques persistent, mais elles contribuent paradoxalement à renforcer la cohésion des pays concernés. Ainsi, le projet ferroviaire dépasse son cadre national pour devenir un élément structurant d'un espace politique régional en mutation. Le projet ferroviaire du Burkina Faso, en dépit de son succès initial, se trouve à un tournant crucial où ses conséquences à court terme pourraient se déployer dans des directions très différentes. 3 scénarios se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois, chacun avec des implications profondes pour la stabilité et l'avenir du pays et de la région. Dans ce scénario,
le Burkina Faso parvient à surmonter les pressions économiques et diplomatiques. Le soutien populaire se renforce à mesure que les avantages du projet se diffusent dans les régions isolées, et les relations avec les pays voisins se consolident. L'infrastructure ferroviaire devient un modèle pour d'autres nations africaines cherchant à renforcer leur souveraineté économique. Le Burkina Faso commence à attirer des investissements étrangers en provenance de nouveaux partenaires comme la Chine et la Russie, diversifiant ainsi ses relations économiques. Les sanctions économiques sont progressivement allégées et l'isolement diplomatique du pays diminue, ce qui permet une intégration régionale plus forte, notamment avec le Mali et le Niger. Ce scénario projette le Burkina Faso sur une voie de croissance autonome et de stabilité régionale. Le Burkina Faso parvient à maintenir le projet ferroviaire en dépit des pressions externes, mais le pays reste dans une situation de tension permanente. L'isolement diplomatique persiste et certaines industries locales continuent de souffrir des sanctions. Cependant, la population soutient massivement l'initiative et les bénéfices économiques se poursuivent, bien que de manière plus modérée. Les relations avec l'ECOWAS et la France demeurent tendues, mais le pays fait preuve d'une résilience accrue face aux défis diplomatiques. Le projet continue à améliorer l'infrastructure locale et à stimuler l'économie nationale, mais le Burkina Faso doit naviguer entre ses ambitions de souveraineté et les contraintes imposées par la communauté internationale. Dans ce scénario, les tensions diplomatiques et économiques prennent le dessus. Le Burkina Faso, confronté à des sanctions plus sévères et à un retrait des investisseurs étrangers, voit le projet ferroviaire ralentir ou même être partiellement abandonné. Les pressions extérieures, notamment de la part de la France et de l'ECOWAS, se renforcent et l'isolement diplomatique devient un obstacle insurmontable. Les entreprises locales souffrent, les coûts de maintenance augmentent et des troubles sociaux éclatent en raison de l'échec perçu du projet. L'infrastructure ferroviaire devient une cible pour des groupes opposés à la direction actuelle, et les ambitions de souveraineté économique sont sérieusement compromises. Le projet ferroviaire du Burkina Faso, bien plus qu'une simple infrastructure, frappe là où les aspirations populaires prennent racine, l'autonomie et la dignité nationale. Pour les jeunes, particulièrement ceux des zones rurales, cette initiative n'est pas un simple chantier, mais une occasion de réécrire l'histoire. Ces jeunes, qui ont souvent ressenti une aliénation face aux politiques économiques étrangères, voient aujourd'hui dans ce projet une chance de participer à la construction de l'avenir de leur pays. L'implication directe dans le chantier ferroviaire, que ce soit par la fabrication de composants ou la maintenance, est vécue comme un acte fondateur de leur identité collective. Ils ne sont plus simplement spectateurs du changement, mais acteurs de leur propre destin. Du côté des groupes plus âgés, notamment ceux qui ont connu les périodes d'exploitation coloniale, la dimension symbolique du projet est tout aussi puissante. Ce n'est pas seulement un rail qui traverse le pays, mais un message. Le Burkina Faso n'est plus une terre de passage pour les intérêts étrangers, mais une nation capable de se gérer de manière autonome. La fierté de voir les premières sections du chemin de fer en service, construits par des mains locales, est un catalyseur de fierté nationale. Enfin, pour la communauté internationale, ce projet a des répercussions profondes. En observant les effets sur les relations régionaux, la croissance économique locale et l'influence croissante de Ibrahim Traoré, il devient clair que l'impact du rail dépasse largement le cadre du Burkina Faso. Il est devenu un symbole de résistance, d'indépendance et de renouveau pour toute la région du Sahel. Le projet ferroviaire du Burkina Faso, bien qu'avancé, reste encore vulnérable à plusieurs défis. Pour assurer sa pérennité et son succès, une série de solutions pratiques doivent être mises en œuvre non seulement pour répondre aux besoins internes, mais aussi pour atténuer les pressions externes. Voici le parcours de solutions qui pourraient solidifier l'avenir du projet et de la nation. L'une des étapes les plus urgentes est de renforcer les relations avec les pays voisins, en particulier le Mali et le Niger. Quand ? Dès maintenant. Qui fait quoi ? Le Burkina Faso, sous la direction de Ibrahim Traoré, doit organiser des réunions avec ces pays pour créer un corridor de transport solide en évitant la dépendance aux puissances étrangères. Mesure, un accord formel sur le partage des infrastructures mesuré par l'intégration progressive des systèmes ferroviaires, afin de contourner les sanctions économiques et renforcer l'indépendance économique. Le Burkina Faso doit rechercher de nouveaux alliés commerciaux. Quand ? Dans les 6 à 12 prochains mois. Qui fait quoi ?
Le gouvernement burkinabé, avec l'appui de Ibrahim Traoré, doit multiplier les partenariats avec des pays comme la Chine, la Russie et d'autres acteurs économiques émergents. Mesure la signature d'accords commerciaux en dehors des circuits traditionnels. La formation d'ingénieurs et de techniciens spécialisés dans la gestion et l'entretien des lignes ferroviaires est essentielle. Quand ? Dès que possible. Qui fait quoi ? Le Burkina Faso doit investir dans des centres de formation dédiés, mesure nombre de diplômés formés et insérés dans les projets ferroviaires. Il est impératif d'engager les Burkinabés dans cette initiative. Quand ? En parallèle avec les autres initiatives. Qui fait quoi ? Le gouvernement et les leaders communautaires, sous l'égide de Ibrahim Traoré, doivent organiser des campagnes de sensibilisation. Mesure le niveau de participation de la population et son soutien continu au projet. Le projet ferroviaire du Burkina Faso a transcendé ses origines techniques pour devenir un symbole vivant de la souveraineté nationale incarnée par Ibrahim Traoré. Ce n'est plus seulement une infrastructure qui traverse le pays, mais un témoignage vibrant de ce que signifie se libérer des chaînes du passé. Chaque nouveau tronçon, chaque train qui prend la route est une affirmation. Le Burkina Faso se relève par ses propres forces. Les habitants de Ouagadougou, comme ceux des villages périphériques, ressentent cette transformation dans leur quotidien. Pour eux, ce chemin de fer n'est pas seulement un moyen de transport, mais un vecteur de fierté nationale, une preuve tangible que, malgré les obstacles, leur pays peut réaliser des projets d'envergure. La participation à la construction, qu'elle soit physique ou symbolique, a réuni des générations autour d'un idéal commun, une nation libre et indépendante. Cette vision partagée, portée par l'engagement de Ibrahim Traoré, se dessine comme un modèle pour l'Afrique. Le Burkina Faso, à travers ce projet, devient un phare de l'autosuffisance. Le chemin de fer n'est pas une simple route, c'est un appel. Nous construisons notre avenir. Le projet ferroviaire du Burkina Faso n'est pas simplement une initiative nationale, mais un modèle pour tous ceux qui rêvent d'une Afrique plus souveraine, plus connectée et plus indépendante. Chaque étape franchie par ce projet renforce l'idée que l'autonomie n'est pas un rêve lointain, mais une réalité en cours de construction. Mais que pouvons-nous apprendre de cette expérience collective ? Si ce projet inspire, il soulève également des questions. Est-ce là le début d'une nouvelle ère pour le Sahel et l'Afrique de l'Ouest ? La quête de souveraineté du Burkina Faso sera-t-elle un catalyseur pour d'autres nations africaines cherchant à briser les chaînes de la dépendance économique ? Les rails du Burkina Faso, construits par la volonté d'une population unie, seront-ils bientôt rejoints par d'autres projets similaires à travers le continent ? Nous vous invitons à réfléchir à ces questions et à partager vos pensées. L'histoire de l'Afrique est en train de se réécrire et chacun de nous a un rôle à jouer dans cette transformation.